Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous. Nous prenons la direction donc de la rue Wemba Poko, c'est cette rue qui est située à Wemtenga pour la rubrique à la découverte de tout à l'heure pour la suite des témoignages. L'information s'assurera avec Alphonse Ouedraogo qui partagera l'actualité avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous allons recevoir Zampaligri Abdraman, exploitant de salles de ciné, qui fait partie d'ailleurs du réseau des exploitants de salles de ciné de l'Afrique. Et nous allons ensemble parler de cet atelier qui s'est tenu au Sénégal et qui a regroupé les exploitants de salles de ciné pour parler de la problématique de ces salles de ciné-là. Ça sera dans un instant également. Plus tard, Francis Emmanuel Zango sera là pour nous donner notamment les événements qui ont marqué la date donc de ce jour, 4 mars, voilà, d'une certaine année. Mesdames et messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Nous prenons la direction de la rue Wemba Poko. C'est à Wemtenga d'ailleurs. On y va pour la première rubrique de cette. La rue Wemba Poko, nous partons à la découverte de cette rue qui est située dans le quartier Wemtenga et l'association Wemdogo fait la promotion de cette rue-là. Et d'ailleurs, il y a des journées culturelles du Wemba qui se tiennent bientôt. On va donc découvrir cette rue et puis on revient. Je m'appelle Sandaro Henri Kaboré. Je suis le président de l'association Wemdogo. Vous savez qu'avant, n'importe quel problème, même les cas de jugement qui se faisaient sur le chef, il arrive souvent que quelqu'un soit condamné même jusqu'à la peine capitale. Et c'est le Wemba, lui seul, ou elle seule qui peut demander pardon pour qu'on libère la personne au lieu de la tuer. Alors, le Wemba, alors nos grands-parents nous ont informé que ici, le quartier Wemtenga, ici que vous voyez, alors tous ceux qui sont là, personne ne pouvait venir faire la force aux gens, au Wemba. C'était comme une terre conquise, une terre sainte, et il était interdit à la force. Même les recrutements militaires, les travaux forcés, le recrutement de l'armée, on n'a jamais pris quelqu'un de Wemtenga. Alors, moi qui suis arrêté devant vous, nos frères qui sont allés à l'école les premiers, ils ont à peine 10 ans entre nous. Il y a à peine 10 ans entre nous. Sinon, on n'a pas eu de grands frères ou de papas qui sont allés à l'école ou bien qui sont partis dans l'armée. Nous n'avons pas de militaires retraités, nous n'avons pas d'anciens combattants, on n'a rien ici. Alors, cela était que, comme nous étions chargés de la médiation, d'aller demander pardon, nous ne devons pas porter une arme. Nous ne devons pas aussi subir la force. Donc, le Wemba a été, c'est une liberté qu'on a conférée au Wemba pour qu'elle puisse jouer son rôle. Alors, donc, je disais tantôt que quand il y avait des problèmes et qu'il y a un jugement, alors c'est le Wemba, même s'il y a des mésententes aussi au sein de la cour, que ce soit un membre de la cour ou qui a des problèmes avec le roi, c'est le Wemba qui fait la médiation. S'il y a un problème entre communautés, c'est le Wemba qui fait la médiation. La cohésion dans son royaume, qu'il y ait la paix dans son royaume. C'est pour cela qu'on a institué le Wemba, pour qu'il y ait la cohésion et la paix. Donc c'est ce rôle que le Wemba joue jusqu'aujourd'hui. Généralement, le Wemba agit sur ordre, sur recommandation du Mogo Naba. Si le dossier est confié au coutumier, vous savez que bon, c'est maintenant que c'est vous qui parlez. Sinon, vous savez que depuis un certain temps, on ne parle pas de la chefferie coutumière. C'est surtout quand ça s'offre, alors tout le monde cherche la porte du Mogo Naba, il vient et qu'on essaie de faire calmer les choses pour qu'on reprenne. Sinon, bon, alors nous sommes dans un monde moderne où les institutions coutumières ou traditionnelles ne sont pas prises en compte. Vous savez que les responsables coutumiers, les chefs coutumiers n'ont pas la parole. Ils sont considérés sur le même pied d'égalité que tout le monde. Ce n'est pas ce qui se passe dans les autres pays.
Mais ici, ils n'ont pas de statut. Alors, donc, ce qui fait qu'on n'a pas un cadre pour nous, pour que nous puissions intervenir quand il y a une situation comme ça. Bon, c'est de façon informelle que nous résolvons les problèmes. Quand il y a une situation qui est parvenue, Sa Majesté le Moro Naba, qui appelle le Wemba, qui le confie, nous essayons de le résoudre. Et je pense qu'à chaque fois, nous avons trouvé toujours une solution heureuse. Donc il y a toujours eu entente lorsque nous réunissions les deux parties. Et de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission, on va maintenant parcourir les journaux. La revue de presse est présentée aujourd'hui par Alphonse Ouedraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikima, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. Nous allons découvrir les titres de l'actualité. Et je commence avec le journal de tous les Burkinabés Sidoaya. À sa une, ce matin, on peut lire autonomisation économique de la femme. Le président du Faso offre des sites maraîchers de 2 hectares à Douri et 8 hectares à Komtoaïra. Médecine du travail, la Sobumet annonce son 2e congrès au Premier ministre. Koudougou, la balle arrive, nous avertit donc le journal à la page 3. Une caissière disparaît avec les recettes d'un bar, c'est à lire dans la rubrique On murmure du journal Sidoyen. Baisse des prix des médicaments génériques. Le ministre Karougou constate l'effectivité dans les centres de santé de Bobo Dioulasso. Mercure, dans cette rubrique, le journal écrit ONU, le pari Macky Sall. Les nouvelles du front sont à lire à la page 8 du journal et le journal écrit que l'armée reprend des zones perdues depuis 7 ans. Code de l'urbanisme et de la construction, les députés adoptent à l'unanimité la nouvelle loi. Un autre quotidien, le journal Le Pays dans sa parution du jour, nous parle donc du procès de détournement à l'ex-ministère en charge de l'action humanitaire et dit qui de Laure Zongo et Ismaël Ouedraogo dit la vérité, s'interroge le journal. Code de l'urbanisme et de la construction, l'agent chargé du contrôle obtient le statut d'OPJ. Lutte contre les crimes économiques, l'ANAGRAS rempart de la lutte contre l'impunité et l'enrichissement illicite mobilise près de 5 milliards de francs CFA, 5 milliards 500 millions de francs CFA en un an. Coupe du Faso, les primes sont connues, écrit donc le pays assassinat présumé de Luc Alad à Dubaï, un fake, nous précise donc le journal selon l'ambassade de France au Burkina. Le journal Le Quotidien, dans sa parution du jour, on peut lire à la une Anagras 5,5 milliards 500 millions de francs CFA de biens et avoirs saisis ou confisqués en un an. Toujours avec ce journal, baisse des prix des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux. Le ministre de la Santé constate l'effectivité à Bobo Dioulasso. 8 mars 2026, le Burkina Faso tourne la page des festivités et mise sur l'action. Drame familial à Karpala, une élève du CM1 tue accidentellement son frère avec l'arme de son père. Le journal Bobolais, l'expert du Faso, à sa une ce matin. Le journal affiche nouveau code de l'urbanisme et de la construction, allègement des procédures d'actes de construire. Gouvernance vertueuse, cette fois sera-t-elle la bonne? S'interroge le journal dans sa rubrique Autant le dire. Mine et carrière, 4 nouvelles unités à Bobo pour résorber le déficit de granulats. Montée régionale des couleurs dans le Guirico, des membres du gouvernement aux côtés des autorités régionales. Installation anarchique autour des écoles, le coup de balai de la balle à Bobo Dioulasso. SNC 2000, Bobo 2026, jour J, moins 52. Terminons avec l'observateur Palgam qui nous parle ce matin à sa une
Du staff donc des étalons, Oscar Barrault, l'homme de l'ombre qui mérite la lumière. Douri, un périmètre aménagé de 2 hectares pour l'autre moitié du ciel. Toujours avec ce journal, candidature de Macky Sall au poste du secrétariat général de l'ONU. L'obstacle de Dakar contourné par le Burundi, se demande le journal dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Carnet de santé, les problèmes de cœur tuent plus les femmes. Procès Yekami. Ici, demain, les plaidoiries. Attaque de Titao, les forces combattantes font payer à nouveau le prix fort à une centaine de terroristes. Merci beaucoup, Alphonse, pour ces titres. Et on revient sur quelques sujets d'actualité. Nous commençons par l'actualité internationale. Candidature de Macky Sall au poste de secrétaire de l'ONU. Oui, poste de secrétariat de l'ONU, parce que, alors, il faut dire qu'actuellement, c'est Antonio Guterres qui dirige donc cette organisation internationale. Macky Sall, effectivement, a fait acte de candidature. Macky Sall a été... c'est un ancien président du Sénégal. Aujourd'hui, en tout cas, il n'est pas dans le pays, mais il a fait acte de candidature. Le processus est que pour pouvoir faire acte de candidature, il faut être soutenu par un pays, soit par ton propre pays ou tout autre pays, en tout cas au niveau de l'Afrique, par exemple. Et c'est pour cela que c'est le président burundais, Général Ndayishimiye, Évariste Ndayishimiye, c'est lui donc qui a porté la candidature de Macky Sall, qui a déposé au niveau donc de l'ONU pour montrer qu'il fait acte de candidature. Donc une candidature qui est soutenue par le Burundi et au nom de l'Union africaine. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'à la dernière Assemblée générale de l'Union africaine, il avait été donc prévu un débat sur cette question. Malheureusement, l'atmosphère qu'il y a entre Macky Sall et les autorités sénégalaises actuellement ne permettait pas qu'on puisse vraiment débattre et arriver à une conclusion, en tout cas normale, pour qu'il puisse passer. Donc, forcément, il fallait attendre l'avis des autorités sénégalaises parce qu'en son temps, Macky Sall avait déjà écrit au président Diomaye Faye pour avoir son avis, pour qu'il soit soutenu par le Sénégal. Et après donc son avis, sa candidature allait être rendue publique au niveau de lors de cette assemblée générale. Malheureusement, jusqu'à la date, le président Diomaye Faye n'avait pas encore réagi par rapport à sa lettre. Ce qui fait que ça cachait beaucoup de choses. Est-ce qu'en vérité, c'est pas le fait que Macky Sall, pour qu'il quitte le pouvoir, il y a eu des manifestations, même le président actuel, Diomaye Faye, comme son premier ministre, étaient tous en prison. Il y a eu des violences, en tout cas avant les élections. Il y a eu des tueries, il y a eu des blessés. Est-ce que c'est tout cela qui fait que les autorités sénégalaises ne veulent pas, en tout cas, soutenir la candidature, ou du moins soutenir ouvertement sa candidature jusque-là? On ne le sait pas. Mais toujours est-il que l'atmosphère n'est pas, en tout cas, bonne entre les deux parties. Et soit, mais cette fois-ci, une candidature soutenue par le Burundi et une candidature au nom de l'Afrique, au nom de l'Union africaine. Voilà, donc Macky Sall part donc avec la candidature, avec le soutien de l'Union africaine. Est-ce que véritablement les pays qui composent donc pays africains vont soutenir convenablement comme il se doit? On ne le sait pas. Mais comment le vote est fait au niveau du secrétaire général de l'ONU pour désigner le secrétaire général? Chaque pays a une voix. Chaque pays a une voix. Donc ça veut dire que chaque pays vote. Si sa candidature a été déposée, en tout cas en catimini, est-ce que véritablement il va obtenir les voix qu'il compte avoir pour être élu comme secrétaire général de l'ONU? On ne le sait pas. Parce que ce qui devait se faire, c'est qu'il soit désigné par son pays et après cette désignation, il soit soutenu par son pays. Ce sont les autorités sénégalaises qui devaient, en tout cas, faire campagne au niveau de l'Afrique, passer dans beaucoup de pays pour solliciter le soutien pour Macky Sall
pour qu'il soit vraiment élu comme secrétaire général de l'ONU. Cela n'a pas été fait. Est-ce que c'est après le dépôt des dossiers que ce travail va se faire? On ne le sait pas, mais il se dit qu'il a été soutenu. Il porte donc la voix de l'Afrique. C'est le candidat de l'Afrique. Mais l'autre élément, c'est qu'au niveau du Conseil de sécurité, il y a les 5 pays qui ont donc droit de veto. Oui. La France, les États-Unis, la Chine, la Russie et la Grande-Bretagne. Il faut avoir le soutien d'un de ces pays-là, ou du moins 2, du moins ou 3, pour en tout cas être rassuré que tu seras donc désigné. Bon, pour la France, on peut déjà penser que c'est acquis. C'est un acquis. Voilà, mais les États-Unis, par exemple, connaissant bien Donald Trump, qui est versatile, qui est imprévisible, c'est difficile de compter sur son soutien, sur son apport par rapport pour que sa candidature soit prospérée. Alors, c'est d'autant plus que lui-même, il est en train de créer ce qu'on appelle le Conseil de paix pour contrecarrer ou pour en tout cas concurrencer l'ONU. Donc, on ne peut pas compter sur Donald Trump. Mais du reste, nous souhaitons que cette fois-ci, ça soit vraiment un Africain qui soit donc élu SG. S'il est élu, il sera le 2e Africain après le Ghanéen, Kofi Annan, qui a aussi dirigé donc cette organisation. Et Macky Sall, sa candidature déposée, fait qu'ils sont aujourd'hui au nombre de 3 à avoir déposé leur dossier. Il y a la Chilienne Michel, aussi qui est candidate. Il y a aussi Michel, aussi a été présidente du Chili. Donc, ça fait que elle aussi, elle a un bon bagage. Hein. Elle a dirigé le pays, elle a occupé des postes de responsabilité. Il y a aussi Raphaël Grossi. Lui aussi, c'est un candidat, un Argentin. Il a aussi été directeur général au niveau de l'énergie atomique. Donc, c'est des candidatures des candidats qui pèsent, c'est des poids lourds, disons. On attendra de voir comment Macky Sall va s'en sortir au niveau de cette candidature. On revient au Burkina Faso pour parler sport, parce que le nouvel entraîneur des Étalons est arrivé sur le sol burkinabé. Effectivement, Amir Abdou, qui est désormais notre entraîneur, qui va diriger donc coacher les Étalons, il est arrivé hier à Ouagadougou. C'était bien normal, parce qu'après sa désignation, il fallait qu'il vienne pour signer son contrat, parce que le travail est fait, mais il n'était pas là. Donc, il faut qu'il signe son contrat, il faut rencontrer les autorités, en tout cas footballistiques au niveau du pays. Il faut parler aux journalistes. Je pense que c'est aujourd'hui ou demain qu'il va se prêter donc aux questions des journalistes. Donc, il va expliquer ses ambitions, la tâche qui lui est donc confiée. Donc, il était tout à fait indiqué qu'il soit là, et c'est pour cela qu'il est arrivé hier. Les gens attendaient beaucoup. On le connaît mais de loin, mais dès lors qu'il est là, les journalistes auront donc cette chance de lui poser pas mal de questions. Des questions donc, qui vont être répondues, qui seront répondues. Donc, je pense que c'est un entraîneur qui arrive à un moment où les étalons, notre équipe nationale a besoin de changement à tous les niveaux. Et pourquoi on a porté le choix sur Amir Abdou, c'est de par son expérience. Il a été coach, entraîneur de l'équipe nationale de la Mauritanie. Il a aussi entraîné l'équipe des Comores, son pays d'origine. Et il a coaché aussi des clubs et ça a donné un bon résultat. Donc je pense que c'est de par son expérience que la commission technique a porté son choix sur lui. Et nous l'attendons à l'œuvre. Hein. Et on dit que le bon maçon se reconnaît au pied du mur. Mais il y a certains qui disent déjà que c'est un entraîneur des petites équipes, les équipes que le nouvel entraîneur a tenues auparavant ne sont pas du même niveau que les étalons aujourd'hui. Il n'y a pas de petites équipes. Là, je me mets en porte-à-faux parce que pouvoir entraîner une équipe nationale, on ne peut pas dire que c'est une petite équipe. Et la preuve en est que toutes les fois qu'on a rencontré, qu'elle soit la Mauritanie ou bien Comores, ce n'est pas toujours facile, même si les étalons arrivent à gagner.
Et le changement qu'il doit opérer ici est que l'équipe nationale burkinabé n'a pas de problème au niveau de l'attaque. Mais on a des problèmes au niveau du milieu de terrain et puis au niveau de la défense. Si on peut marquer et qu'on est incapable de conserver, c'est difficile. Alors que l'expérience montre que avec Amir Abdou, c'est un entraîneur qui construit son système de jeu, qui a un jeu construit au niveau de la défense. S'il faut défendre, tout le monde descend, tout le monde défend. Au niveau du milieu, tout le monde doit bouger. Donc chacun doit jouer son rôle. Et je pense que c'est ce besoin de changement qui a fait que on a fait appel à lui pour qu'il nous construise une équipe avec le temps et avec ce temps aussi qu'on puisse vraiment engranger des résultats probants. Tu as bien dit construire l'équipe avec le temps. Oui. Donc, bon, on va certainement être un peu patient. Voilà. Et voir les résultats. Éviter les procès d'intention. C'est ça. Après un premier match, bon, on verra bien les commentaires parce que généralement, après le premier match, les supporters se retrouvent sur la toile pour dire voilà, on pense que. Tout à fait. Bon, on termine par le proverbe et la pensée du jour, signé le PCA de Saval Média, El Hadj Bouakar Zidadi Sinaba. Et nous débutons par le proverbe du jour. Alphonse, le proverbe dit ceci: la paresse va si lentement que la misère finit par l'atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si vous vous donnez à la paresse, si vous êtes paresseux, ce qui vous attend, c'est la misère, puisque vous ne travaillez pas. Oui. Et étant paresseux, vous n'avez aucune perspective de sortir de votre pauvreté parce que vous ne travaillez pas. Donc, c'est la paresse qui fait que l'on devient pauvre. L'on tombe dans la misère. Et c'est pour dire que la paresse fait que vous ne bougez pas, vous ne faites rien. Petit à petit, c'est la misère qui va vous attraper. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Ah oui. Donc, comme quoi il faut bouger, il faut travailler. Il faut bouger, il faut travailler. On termine par la pensée du jour. Et la pensée dit ceci: la pauvreté mentale est plus nocive que la pauvreté matérielle. Ça aussi, c'est bien clair. La pauvreté mentale, ça veut dire quoi? Quand on est pauvre dans la tête, quand on est incapable de crever, de penser, de se donner des idées pour réussir, mais en fin de compte, vous n'allez pas avoir quelque chose. Donc, l'on est pauvre beaucoup plus dans la tête que la pauvreté matérielle. La pauvreté matérielle, c'est ce qu'on a, peut-être les moyens matériels et autres. Bon, tu n'attends pas, et tu dis que tu es pauvre. Ça, c'est du matériel. Mais dans la tête, si tu es pauvre aussi, en termes de créer, n'a pas d'ingéniosité, mais ça, c'est beaucoup plus nocif. Voilà. C'est pour cela que le PDG, PCA de Saval Média nous dit la pauvreté mentale est nocive, voilà, est plus nocive que la pauvreté matérielle. Si tu n'as rien, bon, tu n'as pas de moto, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de vélo, si tu te mets à travailler, tu peux avoir. Voilà, ça c'est du matériel. Mais quand on est pauvre dans la tête, quand on n'a rien dans la tête, comme idée, comme pensée, comme d'ingéniosité, ça c'est beaucoup plus grave. C'est plus grave. Voilà. Merci. Comme quoi, que ce soit les philosophes, actuellement les coachs également, ils le disent, il faut nourrir la pensée. Il faut nourrir la pensée. Merci beaucoup. Merci bien, Madame Nikiema. On va maintenant parcourir dans quelques villes d'affaires et ensemble, on va découvrir les... La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savane FM radio kanbagaw denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Sali Some kumakan bari ɲɛfɛ Lamine Gigima mansin kunna an bɛ foli bila ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Pour la suite de cette émission, nous allons à présent recevoir un artiste invité. Nous recevons d'ailleurs Monsieur Étienne Ouedraogo à l'état civil, alias Eti. Eti, je rappelle, est sergent-chef de police de profession et artiste chanteur également. Bonjour à vous, Monsieur Ouedraogo. Oui, bonjour. Ou devrais-je dire l'artiste Eti? Comment vous allez? Seulement savoir. D'accord. Eti, c'est le diminutif de Étienne, hein? Oui, Eti, c'est bien le diminutif de Étienne. Et vous avez décidé de donner ce nom-là, notamment d'utiliser ce nom-là comme nom d'artiste. Oui. Et c'est depuis quand vous êtes dans la musique, Eti? Bon, pour dire vrai, je suis dans la musique il n'y a pas longtemps, à peu près une année. Bon, comme on a l'habitude, on s'est dit artiste une fois qu'on est déclaré au niveau du BBDA. Depuis une année. Sinon, avant, c'était... Voilà, c'était avant, quoi? c'était juste des freestyles, juste pour changer, souvent, passer sur les réseaux sociaux, pas totalement, voilà. N'était pas totalement dans la musique comme ça. Et comme vous êtes policier, est-ce que vous faites partie aussi de ceux qui enjaillent notamment vos camarades? Bon, je le fais aussi à ma manière. C'est-à-dire, expliquez-nous. Bon, c'est-à-dire, bon, tout ce que je fais, c'est juste pour les donner la motivation, les galvaniser davantage. Donc, je peux dire que ça part dans le même sens. Ce qu'on a constaté, c'est que avec actuellement, il y a pas mal d'artistes FDS, donc je vais dire tous les corps confondus, quoi. Mais est-ce que quand c'est facile, hein, quand on est FDS, de pouvoir en même temps exercer son art, faire de la musique, avoir des scènes, avoir des prestations, alors qu'on sait que dans l'armée, c'est la rigueur, c'est aussi la discipline et tout. Est-ce que c'est facile de pouvoir combiner les deux? Une très belle question. Et manier l'arme plus le micro, c'est pas du tout aisé. C'est pas du tout aisé. Mais une fois qu'on a l'amour de la chose, tu essaies d'organiser comme tu peux pour pouvoir bien t'exprimer. D'accord. Et tu essaies, pour chez vous, il faut forcément aussi l'autorisation oui, de la hiérarchie. Il faut bien l'autorisation de la hiérarchie. Il faut l'autorisation et puis bon, il faut aussi avoir, il faut être, c'est-à-dire discipliné dans le service. Là, bon, tout ce que tu demandes, peut-être ils vont t'accorder. Mais si tu n'es pas discipliné, c'est un peu compliqué. Voilà, donc la discipline surtout. Maintenant, parlons de votre carrière. Vous avez dit c'est vraiment d'abord des freestyles, des enregistrements peut-être qui ne sont pas très connus. Avant, c'est une année donc, que vous êtes lancé professionnellement dans ça. Et Eti a pu sortir combien de singles? Est-ce qu'il y a un album également ou pas? Bon, pour l'instant, on a pu faire sortir un maxi de 4 titres. Là, c'était le 30 janvier qu'on a fait le lancement de ce maxi-là. Voilà, donc un maxi de 4 titres, accompagné par 2 clips vidéo qu'on a pu réaliser pour l'instant. Mais il y a d'autres sons, mais on essaie de faire petit à petit au fur et à mesure. D'accord. C'est ça. Et c'est quoi le titre que vous avez fait sortir? Le titre que nous avons fait sortir, c'est Dunia. Dunia. Pour dire le monde, voilà en quelque sorte. C'est quoi le thème que vous abordez dans le titre Dunia, qui veut dire le monde? Bon, Dunia, il faut dire que le thème que nous abordons, c'est l'insécurité. Voilà. Et le vivre ensemble, la cohésion sociale, c'est-à-dire on doit se donner main dans la main pour vraiment éradiquer ce fléau qui nous dérange depuis belle lurette. La sensibilisation aussi, c'est ça.
de façon ramassée, je peux dire. Que maintenant, donc le clip Dunia, vous avez dit que vous avez 2 clips, c'est Dunia et puis quoi? Oui, le premier clip c'est Ton Anton Ram. Ton Anton Ram. Maintenant, le deuxième clip là, ça c'est Nan Same. Ça veut dire, ça va finir. Trop tard, ça va finir. Ayons le courage seulement. Pour parler de la guerre, bien sûr. Oui, pour parler de la guerre. Est-ce que vos clips sont disponibles sur les plateformes de téléchargement légal, sur les réseaux sociaux? Oui, les clips sont disponibles sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, Ton Anton Ram est sorti en mars 2025. Ça y est sur les réseaux sociaux. Et notamment, il y a ça sur... Sur TikTok, sur Facebook? Oui, TikTok, Facebook, YouTube. Et Nassam également se trouve dans ces différentes plateformes. Et maintenant, vos adresses des réseaux, c'est quoi? Mon adresse de réseau, c'est tout simplement ETI officiel. Il y en a qui font la confusion entre ETI et LT. Non, je précise, c'est ETI, E-T-Y. Vous ajoutez officiel, vous allez voir ce que vous voulez voir. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que ETI est disponible pour les scènes, pour d'autres activités? Pour ceux qui veulent vous inviter, bien sûr. Oui, je peux dire que je suis disponible. Voilà, si vous m'invitez, vous me prévenez à l'avance. Là, j'essaie aussi d'aménager mon programme avec ma hiérarchie et voir ce qu'on pourra faire. Sinon, je suis là, je suis disponible. Vous avez le contact de votre manager que vous pouvez laisser? Oui, son contact est juste le 57 41 05 35. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous entendre un peu aussi? Vous pouvez nous faire donner quelque chose? Ok. C'est le matin, c'est vrai? C'est le matin, mais on va essayer. D'accord. Nasame, tenga winge la nasame, tenga winge la nasame, kelege mam tenga winge, kakwar basa wakagugun basa rumsi commerçant basa pongo na mbonyore, tilevrito bonyanti wayele samp. Merci, bravo Eti. Merci beaucoup, c'est gentil pour cette chanson. Et puis on vous souhaite bon vent. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir récemment? Bon, dans les jours à venir, je vais dire. Bon, dans les jours à venir, je peux dire que je serai à Kourou le dimanche pour magnifier la femme, c'est-à-dire le 8 mars au niveau du Splendid Hotel. Voilà. D'accord. Et pendant qu'on parle, il y a justement votre clip qui est en train de passer. Et donc, Eti, c'est d'abord des scènes récemment, enfin les prochains jours. Mais est-ce qu'on se prépare aussi pour un album? Ou bien si vous êtes dans la promotion d'abord Pour dire, nous sommes actuellement dans la promotion, mais également aussi en préparant d'autres trucs. Parce qu'il ne faut pas s'asseoir et dire, bon, tu es sur la promotion et puis après ça, tu es là, tu ne sais pas. Donc, on essaie de combiner les deux, on prépare et puis voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci bien à vous de m'avoir invité. Merci bien pour l'honneur, l'accueil. Vraiment, je n'ai pas assez de mots, que le bon Dieu vous le rende au centuple. Je profite là de dire merci à toute la hiérarchie policière, et notamment mon chef de service, mon DP, à Léo, et le CCP, tous mes collègues. Vraiment, c'est grâce à eux que je suis là. C'est ça, parce que vous êtes venu de Léo pour Je suis venu de Léo, c'est grâce à eux. Vraiment, merci bien à toutes les forces de défense qui sont dans les différentes positions pour vraiment mener la tranquillité dans notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci bien. Merci beaucoup, l'artiste Eti et en même temps, bien sûr, sergent-chef de police de profession. On va donc s'arrêter ici pour l'entretien avec notre premier invité. Juste après, nous allons parler cinéma à présent. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté de la chose. À côté. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion et donnent tout leur cœur. Qui n'est pas champion Pour enfin passer à côté de la chose. Oh, non, Sida. C'est bon, hein? Ouais, quand même le repas est propre. Le poisson aussi, c'est bien fait. J'aime bien. Sinon, ta journée, ça a été? Ouais, comme c'est comme ça, tu sais, avec la chaleur. C'est pas ça. Ouais, c'est possible.
j'étais au terrain pour le championnat dernier. Tu as suivi le match, non? Oui, j'ai bien suivi le match. Ah, mais tu as trouvé le classement comment? Oh, c'était bien. Ah, en tout cas, ils ont bien joué. Moi-même, ils sont à féliciter là. Ouais. Tu sens cette odeur? Oui. C'est quoi cette odeur? Oh. Quand même. Je peux pas manger dans ça là, je peux pas. Avec un si bon repas, avec les odeurs qui... Bon, tu sens pas une odeur bizarre? Non, c'est pas le jus là. Oh, ça vient d'où même? Mais ça sent. Oh! Ça, c'est quelle affaire ça? Oh! Non, c'est pas mon avis. C'est pas... C'est trop bizarre. Non. C'est pas la peine. Salut monsieur, ouais, ça va? Ok. Mais c'est pas la bonne heure. Est-ce que 13h c'est une bonne heure pour faire une vidange? Pendant que les gens sont à table. Non, patron, en fait, le marché est tombé il y a 10 minutes. Bon, comme on est nombreux, on a fait vite pour qu'on ne nous devance pas. Ah ouais? Oui. Donc à cause de votre gagne-pain, vous voulez qu'on s'adapte à cette odeur aux heures des repas? Non, patron, l'odeur là-haut, c'est parce qu'ils ne sont pas habitués. Ah. Sinon, aïe. On doit s'habituer. Non, il y a nous, patron, Manish. Non, ici là. Il faut respecter les heures. Patron, allez vous caminer, c'est pas de ça, Non, ici là. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau, maintenant nous allons parler cinéma. Comme je vous le disais, et c'est dans la rubrique 1, nous recevons ce matin M. Abdraman Zampalegré, donc exploitant de salle de ciné, gérant de la salle de ciné Tampuy, donc de Ouagadougou. Bonjour M. Zampalegré. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bonjour nos téléspectateurs. Merci bien, M. Zampalegré. Et votre petit nom, c'est justement Zampa. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on parle des réalités des salles de ciné et surtout aussi de votre réseau, le réseau donc des exploitants des salles de ciné et des distributeurs africains. Un réseau qui a vu le jour au Burkina. Hein? Oui, le réseau a vu le jour au Burkina Faso en marge du FESPACO 2021. On va revenir sur le réseau tout à l'heure. Mais déjà, l'actualité sur les salles de ciné. Est-ce que la salle de ciné Tampuy, qui est vraiment une salle de ciné d'un quartier, est-ce que ça marche? Parce qu'on se souvient que entre-temps, vous avez eu, je ne sais pas si ça vaut 2 ans, vous avez eu du soutien, vous avez pu rénover un peu cette salle de ciné-là. Mais est-ce que ça va? Est-ce que ça connaît de l'engouement? Est-ce que les gens reviennent? Merci pour cette question pertinente. En tout cas, quand j'avais eu le soutien du ministère, ça nous avait permis de rénover un peu la salle en termes de peinture, de sièges. Parce que vous savez que c'est une salle qui est construite depuis 1984 et ça a été inauguré en 1985 par le président Thomas Sankara. Et depuis là, c'est les bancs en béton et puis les bancs en bois qui étaient là. Mais il y a 3 ans, en 2023, j'ai eu le soutien du ministère qui m'a permis de changer en tout cas une partie des bancs en bois, en siège véritable. Donc la salle avait retrouvé son engouement, ça continue à fonctionner véritablement.
Et chaque fois qu'il y a un nouveau film, les gens affluaient. Mais depuis 2-3 semaines maintenant, nous avons eu des difficultés parce que des personnes, des individus mal intentionnés sont passés par le mur côté arrière et sont rentrés, ils ont brisé, ils ont cassé des portes, ils ont pris notre matériel de travail. L'ordinateur de travail a été volé et puis le vidéoprojecteur. Ce qui fait que depuis pratiquement un mois, les gens de Tampi et environnants sont en manque de salles de cinéma. Oh là là, ça veut dire que vous avez été victime de cambriolage. Victime de cambriolage. J'ai même passé le communiqué ici à Savane FM. C'est vraiment dommage. Hein. Et puis, pour dire que ça pose encore un autre problème, et ce qui est la problématique donc liée aux salles de ciné. Déjà même qu'on n'en a pas assez. On me fait savoir aussi que les salles de ciné qui étaient à Pissi et à Ouaga 2000 aussi sont fermées temporairement. Oui. Donc, imaginez à Tampi, ça ne va pas. Ce qui fait que, même s'il y a des films, les salles aussi vont manquer quand même. Voilà, vous venez sur le sujet patent de l'heure, parce que nous, en tant qu'exploitants, depuis 1987, nous avons en tout cas mené ce combat auprès des autorités en charge du cinéma. Mais vous savez, le cinéma, c'est une chaîne, c'est une industrie dans laquelle il y a plusieurs maillons de la chaîne. Et il y a le maillon, le maillon production qui est véritablement soutenu par les autorités en charge du cinéma. Et nous, en tant qu'exploitants et les distributeurs, nous menons un combat pour faire comprendre que, en réalité, c'est toute la chaîne qu'il faut soutenir. Si vous soutenez des maillons qui fonctionnent véritablement, qui produisent des films, il n'y a pas de distributeur. Le distributeur, c'est la chaîne, la partie commerciale du film. C'est eux qui font voyager les films. S'il n'y a pas ce maillon-là qui fonctionne, comment les films arrivent dans les salles? Et si il y avait ce maillon qui fonctionnait et qu'il n'y a pas de salle où ils vont amener ces films. Donc, c'est un combat qu'on mène depuis longtemps. On soutient les producteurs qui font des films, alors que normalement, ce soutien, c'est l'argent du contribuable. Ça permet de faire des films pour permettre aux populations, aux contribuables de voir ces films. Si c'est le contenu qu'il faut produire et puis mettre dans les tiroirs, je pense que ça ne va pas. Alors déjà, dans les années 90, on avait une cinquantaine de salles, 53 salles à travers tout le territoire burkinabé. Alors, après la liquidation de la SONACIB, les salles ont commencé à se fermer et ça partait comme ça depuis 90. Non, depuis 2004, le 15 janvier 2004 que la SONACIB a été liquidée, les salles ont commencé à fermer et nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'il faut revoir l'histoire des salles parce que... Mais jusque-là, c'est resté dans les oreilles des sourds et puis bon, aujourd'hui, véritablement... Vous venez de parler des salles canal, c'était des salles qui n'étaient pas burkinabais, c'était géré par des expatriés. Enfin, même mais s'ils avaient... ça restait des salles qui projetaient... Non, on avait des problèmes. Ça projetait des films, mais il y a un autre combat que nous avons engagé avec ces salles, et je crois qu'ils avaient voulu... Ils avaient essayé de nous comprendre, mais le problème ne venait pas de ceux qui géraient sur place, parce que leur programmation ne se faisait pas au niveau des pays. C'est-à-dire, ceux qui sont au Cameroun, ils ne peuvent pas programmer à partir du Cameroun. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne peuvent pas programmer à partir de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont au Burkina ne peuvent pas programmer. Voilà. Donc, toute leur programmation venait de la France. Donc, et du coup, ils ne jouaient pas des films africains. Et nous, c'était le problème, c'était ça. Nous voulons que nos films burkinabés, qui sont produits par des burkinabés, soient vus au Burkina, par les burkinabés. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de salles gérées par des burkinabés. Et les deux salles qui étaient des salles d'envergure, de haute envergure, ne projetaient pas nos films burkinabés. Et donc, nous étions dans ce combat. Et je pense que avec le ministère, on avait trouvé un créneau pour leur dire, voilà, et vous ne pouvez pas, dans tout un mois, n'est pas passé les films burkinabés. Il y avait un quota qu'on leur avait donné, vous passez les films burkinabés dans un mois, au moins combien de films, et on leur avait donné ça. Ils avaient commencé à accepter. Malheureusement, eux aussi, je ne sais pas pour quelle raison, ils ont fermé. Ils ont fermé. Et je pense qu'ils sont en train de faire la relance pour voir quels sont les potentiels repreneurs qui vont prendre. J'ai des camarades qui ont postulé, mais je crois qu'au niveau du ministère également,
au niveau de la BCA, qui est l'agence burkinabé du cinéma et de l'audiovisuel, ils sont en train de vouloir peut-être prendre les salles ou bien la salle de Ouaga 2000. Bon, l'un dans l'autre, il y a un problème qui est posé et on attend de voir l'issue finale. Et c'est donc le problème des salles de ciné en général. Pour Ouagadougou, aujourd'hui, si on doit faire l'état des lieux, on a combien de salles fonctionnelles? Si on enlève le ciné burkina, le ciné Nerwaya qui fonctionne véritablement en temps plein, c'est le ciné Tampi malheureusement qui vient d'être cambriolé. En dehors de ces 3 salles, Canal Olympia, les 2 salles sont fermées. Je ne vois pas une salle qui fonctionne en temps normal au Burkina, à Ouagadougou. Donc, vous voyez... Il y avait le ciné burkina, le ciné Nerwaya et les 5 arrondissements avaient des salles, c'est-à-dire Signorin, voilà, Signorin, Bascui, ainsi de suite, ils avaient des salles, ça faisait encore 5 salles de plus. Il y avait le Georges Méliès qui fonctionnait, tout ça, il n'y en a plus. Même à Bobo, le ciné Sayon ne fonctionne même pas. Donc, c'est dire à quel point vraiment ces problématiques-là. Vous avez parlé de la BCA tout à l'heure. Est-ce que les financements pour production de films, là, ça prend un peu en compte les salles de ciné? Est-ce que je veux savoir? Ça, c'est un combat que nous sommes en train de mener. Jusque-là, ça ne prend pas en compte. Mais dans les combats, je pense qu'ils sont en train de nous comprendre. Je pense que pour l'appel à projet futur, ils ont lancé un appel à projet pour les producteurs, pour ceux qui vont produire pour le FESPACO, mais il y a un appel qui va venir en 2026. Là, ils vont prendre en compte les salles de cinéma parce que ils ont fini par comprendre que les infrastructures, c'est très important. Si vous mettez, même si vous mettez 20 milliards pour produire des films, vous passez au FESPACO, vous amenez dans d'autres festivals, mais le Burkinabé lambda qui est le contributeur, c'est eux qui ont contribué, vous avez produit des films, ils ne peuvent pas voir ces films. Quand on raconte une histoire, on raconte l'histoire de son pays pour que la population du pays puisse le voir. Et puisse voir ce film. Malheureusement, ce n'était pas le cas parce qu'il n'y a pas de salle de cinéma. Parlons maintenant de l'Afrique, parce que si vraiment votre réseau existe aujourd'hui, c'est pour amener le problème sur le plan africain. Et vous l'avez dit, hein, c'était le FESPACO 2021. Que vous avez notamment lancé le réseau des exploitants de salles de ciné et des distributeurs africains. C'est quoi l'objectif d'une telle organisation? Merci Abdel Kema, parce que le problème que nous vivons au Burkina, c'est le problème que les Camerounais vivent, c'est le problème que les Nigériens vivent, c'est le problème que les Ivoiriens vivent, c'est le problème que les Sénégalais vivent, les Maliens, ainsi de partout. Ne croyons pas que c'est au Burkina seulement que les salles sont en train de fermer. Partout, un peu partout dans le monde, les salles sont en train de se fermer, surtout en Afrique. Pendant qu'en Europe, ils ont mis les moyens pour, en tout cas, rénover les salles qui étaient entre moribondes, entre autres, et reconstruire d'autres salles en Europe. Nous, en Afrique, on travaille à produire, mais on ne travaille pas à rénover les salles, ni construire d'autres salles. Alors, nous nous sommes retrouvés au FESPACO 2021, avec le coordinateur Kalilou Ndiaye, qui est un fervent défenseur des salles de cinéma, parce que lui-même exploitant. Alors, et on a échangé, on a dit, bah, écoutez, si nous partons, nous menons le combat individuellement dans nos pays, ça va être difficile de nous faire entendre. Mettons nos voix ensemble, et menons le combat pour voir si, de façon africaine, les gens ne vont pas comprendre que le problème est élargi au niveau de tous les pays. Voilà pourquoi nous nous sommes assis en 2021 ici à Ouagadougou pendant le FESPACO et on a mis le réseau en place. Le REDA qui est le réseau des exploitants de salles de cinéma et de distributeurs de films africains. Alors, pour le moment, nous avons lancé l'appel au niveau de tous les pays, mais véritablement les pays fondateurs de ce réseau-là, c'est les 5 pays, c'est-à-dire le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Cameroun. Voilà véritablement les 5 pays qui actuellement font vivre le REDA. Alors, nous avons eu le soutien du ministère sénégalais de la Culture à travers le FOPICA, qui est le Fonds de promotion des industries culturelles et créatives, comme le Fonds de développement touristique et artistique ici, cinématographique au niveau du Burkina, le FDCT. Ils ont financé le REDA à hauteur de 20 millions pour qu'on puisse organiser un atelier qui s'est tenu du 9 au 13 février passé. Alors, on s'est retrouvés, tous les membres fondateurs au niveau du Sénégal,
où nous avons, durant tous les 5 jours, avec nos partenaires français de l'Association nationale du cinéma itinérant de France, on s'est retrouvés pour un atelier de formation sur la gestion des salles de cinéma et les projections en appareil numérique. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'actuellement, dans toutes les salles haut de gamme, ils sont passés de l'analogie au numérique. Et nous-mêmes au Burkina, nous sommes passés de l'analogie au numérique depuis 2005. Même si nous n'arrivons pas à numériser nos salles parce que un appareil numérique, ça fait 45 millions minimum. Maintenant, au début, c'était autour de 80 millions. Maintenant, ça fait 45 millions. Il est pratiquement difficile pour un exploitant africain de pouvoir se l'approprier. Mais c'est un combat que nous pensons pouvoir mener. Et dès que les autorités en charge du cinéma des différents pays vont comprendre que le combat que nous menons, ce n'est pas pour nous. Parce que généralement, les gens disent que les exploitants, c'est les commerçants. Ils veulent vendre des films, voilà, avoir du bénéfice. Et voilà, c'est ce que j'ai eu dit. Mais moi, j'ai toujours dit, lors des réunions que nous avons, quand quelqu'un soulève ça, me dit non, les producteurs, c'est les créateurs. Mais j'ai dit, attends, le transporteur, c'est un commerçant. Mais pour aller à Bobo, si les routes ne sont pas bonnes, les transporteurs disent, mais attends, je ne mets pas mes cars sur l'axe Ouagabobo. Mais l'État fait les goudrons. L'État fait des goudrons pour que les transporteurs amènent les citoyens. L'État, normalement, dans tous les pays, doit s'occuper des infrastructures, mettre en location aux exploitants qui vont faire voir les films. Parce que sinon, ça va être difficile. Moi, personnellement, pour la salle de cinéma de Tampi, moi, j'ai monté un projet de rénovation, de construction, de couverture même de la salle. Il y a 15 ans, ça tournait autour de 29 millions. Moi, j'ai demandé à ma banque 19 millions. J'ai dit, moi, je mets 10 millions, mais je demande 19 millions. Mais vous savez, les institutions financières, ils ne savent pas que le cinéma... Ils n'ont pas confiance aux acteurs. Parce que pour eux, ça ne rapporte pas. Moi, je défie quiconque dit que ça ne rapporte pas. Moi, je viens de passer un film au Ciné Burkina. Oui, quand vous étiez... Quand j'ai géré le Ciné Burkina en 2025, je viens de passer un film. Si vous avez 5 films comme ça dans l'année, même si vous avez pris 40 millions avec votre banque, vous allez rembourser. C'est juste pour dire que les institutions financières, ils ne s'approchent pas des exploitants pour comprendre qu'en réalité, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi et d'argent également. Ils ont refusé. Donc ma salle est restée comme ça. Revenons donc au réseau et surtout à l'atelier qui s'est tenu à Dakar, au Sénégal. Vous avez parlé de quoi? Sur quelle thématique a porté cet atelier? Bon, nous avons réfléchi, comme je le disais tantôt, à comment faire comprendre les dirigeants qu'il faut rénover les salles qui existent et construire d'autres salles parce que le potentiel de producteurs ne fait que grandir. En fait, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de producteurs qui naissent, qui produisent des films. Il y a beaucoup de contenus qui sont faits au niveau de l'Afrique, mais qui ne sont pas vus par des Africains. Une fois que c'est passé au FESPACO, chacun court pour des festivals au niveau de l'extérieur, et puis après, c'est rentré dans les tiroirs. Donc, nous avons réfléchi sur la problématique de fermeture des salles, quelle est l'approche qu'il faut faire au niveau des autorités pour qu'ils comprennent que, normalement, la construction des infrastructures est un devoir des différents États. Alors, nous avons, en tout cas, formé également, au niveau du Sénégal, des projectionnistes pour l'utilisation du numérique. Nous avons en tout cas essayé de mettre en réseau nos distributeurs pour voir dans quelle mesure nous allons faire distribuer des films dans tous les pays membres du réseau en attendant que d'autres pays viennent adhérer au réseau. Donc nous avons un certain nombre de films nous avons fait un appel à films. Et les gens ont soumis des films. Nous avons dit à tous les membres de les visionner. Chacun dans son pays peut dire voilà, tel film peut m'intéresser. Et nous allons faire la distribution de ces films dans tous les pays membres du réseau. Et les gens vont comprendre qu'en réalité, les gens ont besoin de voir des films. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de salle de cinéma. Mais les salles qui existent déjà, ils seront ravitaillés en films régulièrement avec le REDA pour pouvoir passer. Il y a des films qui ne vont plus dormir comme ça se passait avant. Un film camerounais. Il peut venir au Burkina, il va aller au Sénégal, ainsi de suite. Voilà.
Maintenant, est-ce que vous avez, au sortir de cet atelier, fait des recommandations vis-à-vis des autorités? Justement, ces recommandations, je crois que nous avons formulé trois grandes recommandations. Premièrement, c'est de voir comment véritablement il faut revoir la construction des salles de cinéma et renouveler les salles qui existent. Deuxième recommandation, nous avons tenu à ce que les différents ministères en charge du cinéma, comme l'a fait le ministère sénégalais de la Culture, créent un fonds de soutien au REDA, qui est une institution panafricaine qui est en train de prendre véritablement pour que le genre d'atelier que nous avons tenu à Dakar du 9 au 13 puisse se tenir de façon tournante dans tous les pays membres du REDA. Troisième recommandation, nous avons voulu que au niveau de chaque pays, les maillons exploitation et distribution soient véritablement pris en compte dans les différents appels à projets. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'au niveau du Burkina, les autorités aussi sont au courant de l'existence du REDA? Oui, parce que avant de partir pour le Sénégal, le coordinateur panafricain, qui est Khalilou Ndiaye, il est rentré en contact avec les différents coordinateurs de chaque pays. Moi, je suis coordinateur au niveau du Burkina. Nous avons déposé des correspondances au niveau de tous les ministères en charge du cinéma dans tous les pays et les directions du cinéma. Nous avions même invité au niveau du Burkina l'ABCA qui devait en tout cas donner une intervention. Bon, à la dernière minute, je suis rentré en contact avec le directeur du cinéma qui, véritablement, pour un calendrier très chargé, ne pouvait pas venir. Mais nous avons eu la BCA en visioconférence qui a intervenu et ça s'est très bien passé. Donc, c'est pour dire que les différents ministères en charge de la culture et du cinéma sont au courant du REDA. Donc, le prochain rendez-vous, c'est quand et ça sera où? Le prochain rendez-vous, c'est au FESPACO 2027. Au Burkina, Burkina Faso. Voilà, donc depuis que je suis là, je suis en train de faire des courses pour que, en tout cas, d'ici mi-2026 là, on puisse être situé. Quelles sont les possibilités de l'ABCA d'inviter les gens du REDA? Parce qu'il y a le Cameroun, il y a le Mali, il y a le Sénégal, et il y a la Côte d'Ivoire, qui normalement doit pouvoir faire le déplacement de Ouagadougou en 2027, en marge du FESPACO, pour qu'on puisse tenir un atelier comme ce que nous avons tenu à Dakar. Merci beaucoup, Zampaligré. Alors, on vous permet un mot de fin avant de se dire au revoir. Merci. En tout cas, c'est un cri de cœur que je vais lancer à toutes les bonnes volontés qui sont à même de toucher les âmes sensibles. Le cinéma ne doit pas mourir. Et pour que le cinéma ne meure pas, il faut que le cinéma puisse vivre de ce qu'il peut rapporter. Et pour pouvoir rapporter, il faut qu'il y ait beaucoup de salles de cinéma. Tu sors un film qui ne peut être vu que dans 2 salles, pour pouvoir le rentabiliser, il faut reconnaître que c'est très difficile. Imaginons qu'à Ouagadougou, on a par exemple 52 secteurs. Qu'on ait une salle de cinéma dans les 52 secteurs. Mais même si chaque secteur peut, en tout cas en une semaine, sortir 1500 cinéphiles, à raison de 1000 francs l'entrée, multiplié par 52, mais imaginez, c'est une cagnotte. Donc, c'est un cri de cœur, les autorités qui nous écoutent, il faut financer la production, je suis d'accord. Il faut également soutenir l'exploitation et la distribution. Merci beaucoup. Merci, Zampaligré. Je rappelle que M. Abdraman Zampaligré est donc exploitant de salle de ciné et gérant de la salle de ciné Tampoui qui malheureusement temporairement ne projette pas de film parce que victime de cambriolage. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons une petite pause et on revient pour la suite. Pourquoi vous encouragez la polygamie? Mais c'est pas moi qui encourage la polygamie. La polygamie est d'essence africaine. Nous on ne veut pas. Nous sommes nés, nous avons trouvé. Et ce qui est bien dans la polygamie, c'est que quand tu n'es pas seul, s'il y a des problèmes, l'autre peut s'occuper de tes enfants. Non, au contraire, aujourd'hui les femmes disent que dans la polygamie, elles font la bagarre, le mari... Mais le problème là, ça vient de vous, parce que le problème là, c'est quoi? Vous ne voulez pas partager l'homme, ça c'est un.
Non seulement vous ne voulez pas partager l'homme, et vous êtes égoïste. Vous voulez garder l'homme là pour vous seul. Alors qu'un homme africain normal là, même 8 femmes, c'est bon pour lui. Bien sûr. Mais la femme n'est pas l'esclave de l'homme aussi. Qui a dit que la femme est un esclave? Qui vous a dit que la femme est un esclave? On vous a mis dans la tête là, à faire du féminisme, les droits des femmes, les droits des femmes. Et les droits des hommes, vous faites quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont battus dans leur foyer? Dans vos affaires de monogamie bien communes là. Rendez-vous ce jeudi 5 mars à 8h à travers l'émission Bonjour le Faso pour suivre l'entretien exclusif avec la princesse Juliette Congo pour ce mois de mars. Kiss. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté de la chose. À côté. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion et donnent tout leur cœur. Qui n'est pas champion pour enfin passer à côté de la chose. Naï Sida. Bon produit. Anti, bon produit. Tonton, ça là, ça tue les cafards, les lézards, même les vers dans les whisky là, ça tue. Bon marché. Oh, bon produit. Bon produit. Les tontons, les tantis, il y a bon produit ici. Ça là, ça tue les cafards, les lézards, même les vers dans les whisky là, ça tue. Bon prix, promo. Bon produit. Ça là, ça tue les cafards, les lézards. Bon produit. Tonton, bon appétit, bon produit. Ça là, ça tue les cafards, les lézards, les rats, les souris, même les vers dans les whisky là, ça tue. Et vous faites ça à bon prix. Tu veux tuer des cafards ou des humains? Est-ce que le restaurant est un lieu indiqué pour tuer des cafards, des rats, des souris, des vers dans les WC? De toute façon, ça là, ça tue les rats, les souris, les vers de terre, même les vers dans les WC là, ça tue. Même les mouches là, même là, ça tue. Non, ici là. Avec Francis Emmanuel Zongo et nous l'appelons Marwelle. Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour Francis. Bonjour Abzeta, bonjour à toute la nation entière. Ravi de vous retrouver sur les antennes de Savan TV pour le compte des éphémérides. Merci beaucoup. Et donc nous débutons les éphémérides avec un événement de Ouagadougou. Il s'agit de la signature de l'accord de Ouaga, c'était le 4 mars 2007.
Voilà qui est bien dit, une date qui retient notre attention par rapport à la crise ivoiro-ivoirienne. Il a fallu que des médiations se fassent ou encore mieux des facilitations. Et on a tenu une rencontre ici à Ouagadougou dénommée l'accord politique de Ouagadougou qui a eu lieu le 4 mars 2007. Alors c'est un accord qui visait à mettre fin à la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire qui divisait le pays depuis 2002. Et l'accord a été signé par les deux principaux protagonistes de la crise ivoirienne sous l'égide d'un médiateur régional. Et on peut citer entre autres Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, secrétaire général des Forces Nouvelles, et Blaise Compaoré, facilitateur mandaté par la CEDEAO. Le texte prévoyait une feuille de route pour la réunification du pays et le retour à la paix durable, s'appuyant sur l'identification de la population et l'inscription sur les listes électorales pour l'organisation d'élections libres, le démantèlement également des milices et le groupement des forces combattantes, la suppression de la zone de confiance qui séparait le nord et le sud du pays. Et cet accord également se distinguait des précédents, à savoir ceux de l'INAS Marcoussis et de Pretoria, par son format de dialogue direct entre Ivoiriens sans interférence perspective de la communauté internationale. L'accord a eu lieu ici à Ouagadougou le 4 mars 2007. Ah oui. Et donc, deuxième événement, on parle de la dissolution du Front islamique du salut, c'est en Algérie. Nous sommes en Algérie pour parler de cette date, la dissolution du Front islamique du salut en Algérie, qui a été officiellement fait le 4 mars 1992. Et le parti a été dissous par la chambre administrative du tribunal d'Alger à la demande du ministre de l'Intérieur. Les pouvoirs accusaient le mouvement de poursuite des objectifs mettant en péril les institutions de l'État par des moyens subversifs. Et cette décision fait suite à l'annulation en janvier 1992 du second tour des élections législatives que le mouvement était en passe de remporter après un succès massif au premier tour. La dissolution a marqué la fin de l'existence légale du parti fondé en 1989 et c'était un élément également déclencheur d'une guerre civile qui a duré près de 10 ans et a causé entre 150 000 et 200 000 morts. Et dès les premières semaines suivant la dissolution et le coup de force de l'armée, la répression a fait plus de 100 morts et des centaines de blessés parmi les partisans du mouvement. Il faut dire que jusqu'en 2026, à l'heure où nous sommes, le parti demeure interdit et il est souvent désigné par certaines autorités comme le parti dissous. Ah oui. Et maintenant, nous allons parler du troisième événement. On parle de la Constitution des États-Unis. Oui, nous remontons un peu le temps pour atterrir au 4 mars 1789, date de l'existence de la Constitution des États-Unis qui est entrée officiellement en vigueur. C'est ce jour-là que le premier congrès fédéral s'est réuni au Federal Hall à New York, qui était la capitale de l'époque. Et bien que la Constitution soit devenue la loi suprême du pays, le gouvernement a mis du temps à démarrer faute de quorum. Le premier président, à la personne de George Washington, n'a prêté serment que le 30 avril 1789. Également, en raison de cette date historique, le 4 mars est resté le jour de l'investiture présidentielle, ce qu'on appelle The Inauguration Day, jusqu'en 1933 par rapport à un mandat qui a été mis en place sur le 20e amendement qu'il a déplacé au 20 janvier. Donc si on doit retracer l'histoire des États-Unis, pratiquement plusieurs présidents ont pris fonction le 4 mars, mais par après on a changé la date et on a instauré ça au 20 janvier. Il faut dire également que la Constitution des États-Unis se compose de 7 articles généraux complétés au fil du temps par 27 amendements et depuis sa ratification, la Constitution des États-Unis a été modifiée 27 fois. Donc ce n'est pas sous nos tropiques également qu'on modifie les constitutions. Maintenant ça dépend de pourquoi et de comment on modifie cette constitution, mais pour les États-Unis ça a été modifié pendant jusqu'à 27 fois. Oui, oui. Et que dire donc du look de 1789, ouais, 1789. Un look d'enfer, hein? Voilà, franchement. Il fallait être ancêtre pour y comprendre. Maintenant, on parle de journée mondiale et aujourd'hui, on parle de la journée mondiale de lutte contre le diabète. L'obésité, c'est bien cela? L'obésité. Ah oui, oui, oui. Donc, qui peut entraîner le diabète. Oui, oui. Ouais.
Donc, on parle de cette date, la journée mondiale de l'obésité, qui a lieu chaque année, le 4 mars. Et elle vise à sensibiliser le public à lutter contre les préjugés et à promouvoir des solutions face à cet enjeu de santé publique et mondiale également. Et en guise d'information, Abzeta, on dit qu'une personne est obèse lorsque son indice de masse corporelle, qu'on appelle IMC, est égal ou supérieur à 30 kg sur le mètre carré. Et il y a 3 niveaux d'obésité, à savoir l'obésité modérée située entre 30 et 34,9 kg par mètre au carré, et l'obésité sévère entre 35 et 39,9 kg au mètre au carré, et l'obésité massive ou morbide qui est supérieure ou égale à 40 kg sur le mètre au carré. Et pour le calcul là, pour savoir si on est obèse ou pas, on prend simplement son poids en kilogrammes et on divise par sa taille multiplié par 2. Voilà, donc si tu as un poids de 110 kg, tu prends ça, tu divises par ta taille que tu vas multiplier par 2. Si tu as 110 kg comme poids et également 1,80 m comme taille, tu prends les 1,80 m, tu multiplies par 2 et puis tu prends les 110 là qui est le poids là, tu divises. Tu vas trouver, si c'est en deçà de 30 et 34, c'est sûr que tu n'es pas obèse. Mais quand ça atteint 30 et 34,9 kg sur le mètre au carré, ça veut dire que tu souffres d'une obésité modérée. Donc là également, il faut prendre des précautions, s'attacher les services des personnels ou des professionnels de la santé pour voir ce qui peut être fait pour éviter d'avoir des complications, d'atteindre l'obésité sévère ou encore l'obésité massive ou celle morbide. C'est ça, merci beaucoup. C'est vrai que sur les réseaux, souvent, vous voyez des témoignages de personnes souffrantes d'obésité morbide. Et je pense que même pour certaines personnes, il faut même des interventions. Des interventions pour diminuer la masse de graisse. Et là également, il y a tout un processus sur le plan diététique et également sportif. Il faut faire du sport également. Donc, pour l'éviter, voilà, on peut prendre des dispositions idoines pour le faire. Tout se passe dans l'assiette. Voilà, quand on y arrive, et là, c'est un point de non-retour, la personne qui souffre de l'obésité a tendance à vouloir grignoter même entre les repas. Et ça également, la mauvaise façon de se nourrir ou de s'alimenter là peut conduire à cela. Il y a le sucre également qui est un facteur très engagé dans ce domaine-là. Et là, il faut prendre des dispositions pour éviter d'en arriver à là. Il faut être quand même skinny ou garder la ligne, mais ça dépendra de comment tu t'alimentes. Merci beaucoup. Comme quoi, c'est facile peut-être de perdre du poids, mais difficile. C'est facile de prendre du poids, mais difficile de perdre du poids. Oui. Alors, on termine par l'expression du jour, passer comme une lettre à la poste. Mais tu passes comme une lettre à la poste, ça veut dire quoi? Et oui, elle dit tout simplement cette expression, passer comme une lettre à la poste, qui signifie qu'une chose se déroule avec une extrême facilité, sans rencontrer le moindre obstacle ou incident. On l'utilise pour décrire également une situation qui se passe de manière fluide, naturelle et sans effort. Parallèlement, ça peut signifier passer sans encombre, passer tout seul, être un jeu d'enfant. Par exemple, Abzeta qui est sur ce plateau, qui fait son émission, et ça passe comme une lettre à la poste parce que tu le fais avec beaucoup de ténacité, de dextérité, sans obstacle, et c'est comme un jeu d'enfant pour toi parce que tu le fais à chaque jour et tu te surpasses également pour apporter un plus pour le plaisir des téléspectateurs. Et à l'image, vous le voyez, hein, voilà, ce permis, voilà, tu l'as eu. Comment ça a été? Comment ça s'est passé ce permis? Voilà, comme une lettre à la poste. Donc, ça a été tellement facile pour lui, il a décroché son permis. D'accord, super, merci beaucoup. Et cette réalisation aussi, ça a été comme une lettre à la poste. Donc, on dit merci à Mariette. Bien sûr. Merci bien, Francis. Merci. Eh bien, si demain on est là, voilà, j'avais promis que je vais préparer un petit texte là, un poème pour mes chers collègues de Savane Média, pour faire honneur aux femmes de Savane. Femmes. Voilà, si demain on est là, voilà, je vais préparer quelque chose. De toute façon, le poème sera lu. Le poème sera lu, voilà, parce qu'on le dit, hein, c'est une question d'improvisation. Mais nos maîtres nous ont enseigné que la meilleure des improvisations, c'est celle qui est bien préparée ou mieux préparée. Donc, je vais me permettre de griffonner quelque chose sur le papyrus pour vous le présenter. Si je ne suis pas là, Abzeta va le présenter pour vous. Voilà, notre contribution également pour les femmes de Savane Média à travers des mots qui vont soigner les mots.
Merci beaucoup, Francis, pour ces mots qui vont soigner les mots. Et merci pour ce vocable qui nous aide à améliorer notre vocabulaire. Merci bien et à vous, fidèles téléspectateurs. On se dit à demain. Prenez soin de vous et surtout restez fidèles au programme de Savan TV. Allez, tschüss!